découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans les vidéos. Drogba ne doit pas jouer, sachant très bien que Drogba il a la légitimité de pouvoir jouer ce match. Donc l'opposition, c'est que le problème de l'opposition, c'est que c'est le champion présentement qui ne veut pas voir aux élections présidentielles. Parce que c'est lui seul que tout le monde a peur en Côte d'Ivoire. C'est lui seul, c'est le seul candidat que tout le monde ne veut pas croiser lors d'une élection présidentielle. Or, nous le savons au RHGP, notre champion, c'est le président Alassane Ouattara. Donc pour cela, tant qu'il est encore éligible, nous le mettons sur le terrain du combat. Lorsqu'il ne sera pas éligible, vous verrez que le RHGP aura des candidats potentiels pour compétir. Donc moi, c'est un peu mon analyse qui est là, M. Daouda. Merci. Rapidement, tu vois, je vais te permettre de chuter aussi en te posant une question qui est simple. Tu as dit quelque chose qui a attiré ma curiosité en fait. Tu dis que ce n'est pas à Ouattara de choisir le candidat du RHGP. Mais je tiens à te rappeler que du vivant d'Amadou Gon Coulibaly, Ouattara a choisi le candidat du RHGP. Et le parti n'a pas eu son mot à dire. Est-ce à dire que de la même manière qu'il a choisi Amadou Gon Coulibaly, il ne peut pas choisir quelqu'un d'autre en 2025 là? Non, le champion propose quelqu'un pour donner au RHGP, au parti. Le champion dit, bon, même si moi je ne peux pas compétir, mais je vous propose telle personne. Et le parti en unanimité va statuer là-dessus et déclarer si oui ou non. C'est comme ça que ça se passe normalement. Et puis, puisque on a quelqu'un de si imminent sur le panel du RHGP qui peut répondre à cette question-là. C'est bien noté. Merci d'avoir botté ma question en touche et pour la renvoyer à Kokora. Donc, comme nous sommes 4, les gars, vous tous qui êtes en bas, je sais que vous êtes en bas, vous faites vos demandes. Je l'ai dit et je vais le répéter encore une seconde fois. Désormais, j'ai fait mes panels là, je privilégie la qualité à la quantité. C'est pas, on n'est pas obligé d'être nombreux sur le panel, tout et tout. Ceux qui sont là, ils sont là, on va parler, on va faire 1 heure, on va partir. Donc, vraiment, après, on verra bien. Kokora, tu as la parole. Ok, merci. Merci Daouda, Serge, Kélé et vice-président pour vos différentes prises de parole. Alors, je pense que le sujet, il est intéressant. Et à l'approche donc des élections présidentielles, naturellement, il y aura toujours ce type de débat compte tenu des positionnements. Et aussi, ce qui est intéressant dans ça, c'est que le silence du président, son agenda amène les uns les autres à faire des analyses. Et je puis vous dire que l'opposition est embêtée, mais aussi beaucoup se posent des questions dans le propre camp du président. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des analyses. Mais ce qui est intéressant avec le président Ouattara, c'est qu'il n'apparaît pas là où on l'attend. Il a toujours une dernière carte. Et vraiment, il joue à fond sa stratégie. Et c'est ce qui fait de lui un leader particulier. Personne ne sait là où il va. On peut tous faire des analyses, mais à la fin, la plupart du temps, on se trompe lourdement sur les choix du président. Le cas le plus récent, c'est le choix du Premier ministre Begré Mambé. Tous les grands analystes, les grands politologues ont fait des analyses, des pronostics, mais personne n'a vu venir Begré Mambé. Mais il est sorti, il a sorti cette carte, vraiment à la grande surprise de tous ces grands analystes-là. Donc le président a toujours montré cette capacité de surprendre adversaire comme partenaire. Et ça, c'est l'une de ses grandes qualités et ça fait de lui un leader très énigmatique. Ce qui fait sa particularité, ce qui fait que là où les gens l'attendent, généralement, ils vont pas le rencontrer là-bas. Et ça, c'est très important. En ce qui concerne la déclaration de Adama Bitogo, je pense que le journaliste lui a posé une question qui était très importante. Quelle était sa vision, son équation personnelle? Bon, il a donné une réponse en essayant de mettre en avant ses propres atouts, sa qualité d'homme de mission, mais aussi le maire donc de la plus grande commune donc de Côte d'Ivoire qui est Yopougon, qu'il a ajouté en disant que c'était le bastion donc de l'opposition, mais il a réussi à arracher cette commune à la dite opposition avec un score très important. Il faut rappeler que Michel Gbagbo a eu autour de 40 000, Diaoufoué du PDCRDA a obtenu 19 000, Adama Bitogo a eu 60 000. Donc, même si les deux se mettaient ensemble, vous voyez très bien qu'il est gagné, il est battu. Donc, il met en avant ses propres atouts en disant que, ok, si le président n'y va pas,
et qu'il me donne cette possibilité de pouvoir compétir, alors je pense que en nombre de missions, je dirais oui. Maintenant, les uns et les autres peuvent l'interpréter comme ils veulent, ça dépend des camps dans lesquels on se trouve. Puisque de mémoire de militants, franchement, j'ai jamais entendu un autre cadre sur la même question mettre en avant ses propres atouts. Est-ce que c'est un courage politique? Est-ce que il a un autre objectif? Vraiment, je ne saurais le dire, étant entendu que il fait partie des éminences grises de mon parti, mais ce serait très difficile de commenter les propos du président de l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs beaucoup plus introduit au niveau de l'appareil politique que moi, qui est un premier collaborateur du président de la République. Il a été le secrétaire exécutif du RHDP, donc il connaît la maison et les hommes, donc il anime mieux que, en tout cas, ma petite et modeste personne. Donc, il serait très mal placé. Ben, Kokora, là, je suis obligé d'ouvrir le micro parce que j'ai comme l'impression, de sentir un peu de langue de bois dans ce que tu es en train de faire actuellement. Il y a une forme de langue de bois dans ce que tu es en train de faire. Kokora, tu fuis les questions. Oui, là, tu fais de la langue de bois. Parce que, soyons clairs et nets, tu le sais, et nous tous on le sait en Côte d'Ivoire ici, c'est un secret de polichinelle. Personne ne peut parler, ne peut se mettre en avant. On se rappelle tous en son temps que, quand M. Patrick Hachi était encore Premier ministre, une petite mise en avant lui a valu d'être débarqué de la primature. Ah bon? Donc, Kokora, non, faut pas dire ah bon. Faut pas dire ah bon. Mais là où faut pas dire ah bon. Me donne des informations. Ah d'accord, donc tu es en train de te jeter en brousse. C'est pas grave, non, les lions vont t'attraper là-bas. Continue, déroule. Daouda, une suggestion. Oui. Voilà, bon, moi personnellement, je peux comprendre la position de Kokora, vu que c'est un officiel du parti. Alors, est-ce qu'il serait pas bien que peut-être que nous autres, on puisse s'avancer, et puis, si chaque fois qu'il a des précisions ou des réactions, il puisse le faire. Je veux dire, je comprends effectivement sa position, vu qu'il est officiel du parti. Non, je comprends. Hein, je suis parfaitement en accord avec toi sur la question, parce que moi-même là, j'aurais préféré même que Tchélé prenne la parole pour allumer la télé. Voilà. Pour allumer la télé. Donc du coup, après, si Kokora veut venir dessus, sinon Kokora, de mon point de vue, moi je suis analyste, Dieu merci, je peux parler. De mon point de vue, moi je trouve qu'aujourd'hui, et tu le sais pertinemment comme moi, comme tout le monde, que je suis contre la candidature d'Alassane Ouattara. Je suis contre la candidature de Laurent Gbagbo. J'étais contre la candidature de Henri Konan Bédié. Malheureusement, Dieu nous l'a pris un peu tôt. Voilà. Moi, je souhaite qu'on passe la main à une nouvelle génération de politiciens. Mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui, dans la politique en Côte d'Ivoire, que ce soit au PPACI, que ce soit au RHGP, que ce soit au PDCI, quiconque se permet de montrer un peu ses velléités, mais on est surpris de voir même que, avant même que le doyen ou le puissant président du parti ne prenne les devants de la chose, mais ce sont même d'autres jeunes loups qui sont prêts à sortir le glaive et le planter dans le corps de leurs camarades jeunes. Je ne le comprends pas. Je ne sais pas de quoi il en retourne. Mais je vais te laisser chuter. Effectivement, tu as fait la langue de bois, je comprends. Je suis vraiment en accord avec toi. On va pas te mettre mal à l'aise sur un panel, c'est pas bon. Non, je ne suis pas mal à l'aise. Je doute tout simplement que je ne peux pas commenter la déclaration d'une personnalité de la trempe de Adama Bitogo que tout le monde connaît, un enfant issu, je veux dire militant de base du RDR jusqu'à arriver à ce niveau, secrétaire exécutif et président de l'Assemblée nationale. Donc vraiment, politiquement, il est plus aguerri que moi. Donc, naturellement, je serais dans une grosse erreur si je fais un commentaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je comprends la position de Daouda et de certains qui souhaiteraient que Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent ne soient pas candidats. Mais moi, où ça me gêne, c'est la démocratie. Quelle est la définition de la démocratie? La démocratie dit que c'est la base qui décide. Quels que soient les moyens choisis, mais c'est la base. Quelle est la volonté de la base du PPACI? Si tu demandes tout de suite à Serge Assé, il estime que, est-ce qu'il voit Gbagbo Laurent comme son seul et unique candidat, ou bien celui qui a même donc de leur donner la victoire? Il te dira, sans réfléchir, Laurent Gbagbo. Mais il a raison de le dire.
Et si tu vas dans une base pour dire aux militants que... Parce que souvent, généralement, les gens voient les cadres, ils voient les personnalités du parti. Mais est-ce qu'ils prennent en compte la vie des militants, qui constituent donc le peuple du parti? Quelle est leur perception et quel est leur avis? C'est ça qui est le plus important. Et donc, généralement, ces cadres-là, même s'ils veulent, s'ils ont des ambitions, mais même quand il y a des ambitions, Daouda, qui va porter ou bien qui va te soutenir? Mais ce sont les militants. Mais quand ils regardent que les militants, eux, ils ont choisi Daouda, ils n'ont pas choisi HCHC. Mais tu vas pas aller te jeter, je vais dire, dans la gueule du loup. Puisque ceux-mêmes qui sont appelés à te soutenir dans ton ambition, parce que si aujourd'hui quelqu'un s'élève au PPACI, comme on le constate, pour dire, moi je vais affronter Laurent Gbagbo, mais tu l'affrontes avec quel militant? Puisque c'est le choix des militants qui va compter à la fin de la journée. Mais est-ce que quelqu'un est convaincu que, au sein du PPACI, je vais revenir sur les RADP, quelqu'un est convaincu qu'au PPACI, s'il se présente face à Gbagbo pour dire, selon mes atouts, je pense que le vieux, il est fatigué, ou bien il n'a pas la capacité de nous emmener au pouvoir, alors je suis une alternative, suivez-moi. Qui va le suivre au PPACI? Il risque même d'être frappé par les militants. Voilà, il risque d'être frappé. Donc, la tête ne suit que la base. La tête suit la volonté de la base. Voyez-vous? Donc, ce ne sont pas des gens qui sont candidats au suicide. Tu ne vas pas te lever parce que tu es intelligent, j'ai de l'argent, sans tenir compte de la vision même de la base ou la décision, la volonté donc de la base, et puis te lancer en politique ou bien dans une compétition. Parce qu'à la fin, c'est qui tu vas compter. Donc, naturellement, tu vas te briser. Et quand on sait qu'une compétition va avec un certain nombre de choses, je suis candidat face à Daouda, mais je vais présenter les faiblesses de Daouda. Mais en présentant les faiblesses de Daouda et que demain je perds, mais les faiblesses de Daouda que j'ai présentées sont réelles ou non? Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est très important. Parce qu'on fait une analyse pour penser que il suffit d'être cadre, il suffit d'être intelligent, d'être technocrate pour être le leader d'une équipe. Non, le leader, on devient leader parce que les autres veulent, on t'ont choisi comme leader en fonction de ce que tu présentes. Donc, si les gens ne t'ont pas choisi comme leader, mais tu ne vas pas te lever comme pour dire, je suis leader devant Alassane Ouattara. Alors qu'à la base, les militants ont choisi Alassane Ouattara. Bon, toi, je dis, je ne veux pas. Bon, tu ne veux pas, tu vas faire quoi? Puisque ceux qui sont censés t'accompagner ne sont pas avec toi, Daouda. Tu fais quoi? Bon, Kokora, juste avant que je te pose une dernière question. Là, on va faire vraiment de la politique fiction. On rentre vraiment dans la politique fiction. Je vais te demander de faire le rêve de Nabucodonosor. Dans la mesure où Ouattara n'est pas là, qui, toi, tu vois pour diriger la Côte d'Ivoire au RAGP? Mais il y en a une pléiade, Daouda. Vraiment, je ne voudrais pas faire de jaloux, mais quand le président lui-même a dit, et quand il le dit, ce n'est pas un amusement, et tout le monde le sait, que j'ai une douzaine de cadres que j'ai préparés, que j'ai coqués, qui sont capables de diriger le pays. Mais Daouda, toi-même, il faut regarder au sein du RADP. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux, mais vous n'allez pas me dire que des gens qui ont une expérience de plus de 25 ans au niveau de, qu'on appelle de l'administration, souvent élus de leur région depuis pratiquement plus de 20 ans ou 15 ans pour certains. Tu prends un gars comme Mamadou, mais il est président du conseil régional de la plus grande région de Côte d'Ivoire. Il est député, ça fait 10 ans de Daloa. Il est au gouvernement depuis 2011. Je ne suis pas en train de faire sa publicité, mais je suis en train de dire que même parmi la jeunesse, Daouda, tu ne peux pas me dire que le président n'a pas fabriqué des jeunes aujourd'hui capables de diriger le pays. Il laisse même les plus âgés. Il est le seul leader qui, pendant ces 15 dernières années, a fait la révélation de beaucoup de jeunes et qui les a positionnés à des hauts postes, donc à la tête du pays. Donc, on a tellement de cadres capables de diriger ce pays qu'on n'a aucun problème. On n'a pas de déficit. Mais comme je l'ai dit, à la fin, il faut revenir à la définition de la démocratie, donc qui est la volonté du peuple. Et aujourd'hui, le RADP, que les gens le veulent ou pas, la volonté du peuple du RADP, c'est Alassane Ouattara, sans toutefois dénier aux autres leur capacité à diriger le pays. Mais comme
Mais comme la majorité donc, des militants, c'est pas possible. Sauf si tu n'es pas démocrate. Tu imagines. Non, M. Koukoura, va falloir que tu chutes maintenant de la parole à Tchélé. Moi, j'ai dit, Daouda, vous êtes journaliste. Vous pouvez même faire vos sondages. Vous dépassez les cadres. Vous savez, à Bobo, vous connaissez des comités de base à l'intérieur. Promenez vos micros. Demandez aux militants du RADP que vous connaissez, qui voulez-vous comme candidat en 2025. Et vous allez revenir avec le résultat. Voilà. Et vous verrez vous-même, de par vos sondages et vos expériences, si ce sont les cadres qui imposent Alassane Ouattara ou c'est Alassane Ouattara lui-même qui s'impose, alors vous verrez. Voilà, moi c'est ce que je demande toujours aux gens, de faire l'expérience à la base et verront. Et allez-y, faites le même exercice au niveau du PPACI. Vous verrez si les gens veulent quelqu'un d'autre à la place de Gbagbo Laurent. Hein. Les cadres, les enfants, c'est-à-dire que ce soit les jeunes du parti, les femmes, ne prennent pas les intellectuels même, ils vont venir, ils vont dire bon, eux là, ils sont un peu comme ça parce qu'ils regardent la réelle politique pour ne pas se griller et autres. Mais demandez à ceux qui n'ont aucun intérêt à être, je vais dire, qui ne poursuivent pas des intérêts personnels, c'est-à-dire des positionnements au sein du parti. Mais le bas peuple là, allez-y les interroger et vous allez voir si c'est d'autres personnes qui veulent. Donc voilà rapidement, Daouda, ce que je tenais à dire. Merci beaucoup à toi, Koukoura. Eric Carter, j'ai oublié que Eric Carter était là. Eric Carter, je pense que tu as écouté tout le monde. Je pense que sûrement tu as écouté le discours de Adama Bictogo, tout et tout. Qu'est-ce que tu as pensé de son discours, de sa mise en avant lui-même personnellement, tout et tout, et de la succession plus ou moins probable au RHGP? Quel est ton point de vue sur la question? Effectivement, bonsoir à tout le monde. Effectivement, j'ai entendu un peu tout le monde. Moi, en fait, pour moi, déjà 2025, c'est le dernier acte d'une pièce à laquelle les Ivoiriens d'un certain âge, on va dire peut-être à partir de 1970 ou même un peu avant, jusqu'à 90, 95, ont participé. Voilà, c'est le dernier acte de toute façon. Parce que nous avons, au fil des années, au fil des injustices, au fil des faits de société, à un moment ou à un autre, on a pris position pour l'un des trois grands partis que nous connaissons. Voilà, les trois grands partis qui ont rythmé la vie de la politique de notre jeune nation. Donc, en dehors même, au-delà du RHDP, je pense que on a tous, que ce soit FPI qui soit devenu PPACI aujourd'hui, PDCI, etc. On a tous été fanatisés, voilà, parce qu'on fera des analyses comme on veut. À un moment donné, chacun va laisser transparaître son positionnement. Donc, on a tous été fanatisés et même aujourd'hui, en 2025, malgré le fait que nous soyons tous nostalgiques de cette époque-là, qu'on le veuille ou non, il va bien falloir passer la main. Voilà. Et donc moi je pense que c'est juste le moment idéal pour les plus ambitieux de commencer à sortir les griffes, à étaler sur la place publique leur envie de remplacer les dinosaures qu'on connaît. Et donc toutes les opportunités sont bonnes, que ce soit en interview, que ce soit au cours des échanges publics, toutes les opportunités en tout cas sont bonnes pour commencer à faire son marketing politique, pour commencer à préparer l'esprit des partisans. Je pense que c'est un peu dans ce cadre-là que monsieur le PAN a laissé subtilement cette phrase qui fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Voilà. Mais de mon analyse, tous les partis politiques, en tout cas, vont passer par là. Tous les grands partis politiques qu'on connaît, ils vont passer par là et je ne sais pas s'ils vont survivre par ces départs forcés par l'âge de nos dinosaures. Je vois déjà le PDCI s'en est trouvé fracturé. Aujourd'hui, il y a une guerre de la preuve de loyauté dans l'entourage de l'ancien président Gbagbo entre ceux qui n'ont aucune gêne aujourd'hui à taxer un tel ou un tel de traître en vue de s'attirer le maximum de sympathie. Il y a la sortie surprenante de Awadon Melo. Et donc, je me dis que au RHDP, lorsque le président Ouattara montrera officiellement son désintérêt pour le poste présidentiel, tous ceux qui ont de l'ambition vont s'aventurer à présenter subtilement leur ambition présidentielle.
Et j'ajoute même que c'est pour ça que parallèlement à une discussion, à plein de discussions que j'ai entendues récemment sur TikTok, je suis effectivement d'accord avec le fait de supprimer les clubs de soutien aux personnalités politiques au sein des grands partis. Voilà, ce sont des attitudes qui créent de grosses scissions. Même en Europe, où les gens font des primaires, par exemple, les partis, ils résistent difficilement aux primaires. Le grand Donald Trump, chez les républicains, il y a des gens qui lui en veulent comme c'est pas possible. Et donc, il faut éviter que les gens s'attachent à un tel ou un tel personnage. Dans l'idéal, il serait effectivement, comme l'a dit M. Kokora tout à l'heure, l'idéal serait d'aller vers les bases. Et je veux que les gens utilisent, je le disais hier là, je veux vraiment que les gens utilisent la question du parrainage pour structurer nos partis politiques. Je vais aller un peu plus loin, faire une petite digression dans mon analyse, pour structurer nos partis politiques. Faire en sorte que ce ne soit plus l'affaire d'un individu, mais qu'on parraine plutôt les partis politiques, pour les rendre plus solides, pour les rendre plus structurés, et qu'on arrête de laisser la question du parti tourner autour d'une personne, d'un individu. Voilà, ça va détacher un peu les Ivoiriens du fanatisme, même si je sais que en dehors peut-être de nos petits frères, de nos jeunes petits frères qui sont derrière, à qui on a légué notre passion pour les grands hommes politiques qu'on a aimés. Je pense que les nouvelles générations s'en foutent un peu, donc eux ils vont réussir quand même à s'unir autour de la nation, et puis chacun va suivre un idéal. Que ce soit vraiment les idéaux, les positionnements politiques qui priment sur l'amour pour les personnes. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Attends, Chélé, je pense que tu as la parole, vas-y. D'accord, ouais. Bah, la première chose, je voulais quand même que Kokora m'excuse, parce que il a donné une information qui n'était pas correcte. Élection municipale 2023, Yopougon, 48 213 pour Babo, Michel Koudou, 26 403 pour You, Dia Oufo, Augustin Ahaman, ça fait 74 616. Adama Bictogo a eu 60 393. Ah, c'est la petite précision que peut-être qu'il a oublié les chiffres, on peut lui concéder. Moi, je dis que les gens, j'ai entendu dans les interventions, on est encore venu parler de l'opposition. Le sujet, c'est pas vraiment l'opposition qui a peur ou qui n'a pas peur. On dit, Adama Bictogo s'est positionné, qu'est-ce que vous pensez? C'est ça, on va pas toujours chercher à lancer des pics à l'opposition. Ils sont pas là pour pouvoir répondre, pas des gens peut-être que Serge Hachet du PPACI, mais bon, il a bien fait de pas répondre à ça. On dit, voici, aujourd'hui, vous faites une analyse, il faut faire une analyse. Certains peuvent dire, je ne fais pas l'analyse du fait de mon positionnement parce que je ne vais pas m'engager. Mais sinon, vous le faites concrètement. Moi, je dis que en Côte d'Ivoire, si on analyse des choses sans parti pris, on sait comment les partis politiques sont structurés. La base au départ, elle est ethnique. Où est-ce qu'elle se localise, on ne sait pas, mais la base, elle est ethnique. Donc, quand on dit que la base dit qu'elle veut, c'est d'abord une base ethnique, déjà, au départ. Maintenant, si elle s'est élargie à partir des cadres qu'on a installés dans les différentes sections du pouvoir, et effectivement, on crée de nouvelles bases, il n'y a pas de problème. Mais, il y a un profil pour chacun des partis politiques. Pour le PDCI, on sait quel est le profil qu'il faut. On a vu Djedje Madi, Laurent Donafologo, même Guy Kaouye dernièrement. On a vu comment ça s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour le FPI, c'est la même chose. Quand le gars de droite là-bas de chez Nzi Kokora a voulu se dire, on a vu quoi, il a dit c'est une enveloppe. Vous comprenez? Donc c'est la même chose aussi au RHDP. Patrick Hachi n'a pas le profil parce qu'il n'est pas un fidèle du RHDP. Patrick Hachi vient du PDCI. Donc c'est pas un fidèle des fidèles. Ouais. Quand on prend des transfuges, c'est-à-dire un gars qui quitte un parti pour aller dans un autre parti, mais comment il se sent quand on parle de fidélité? Amadou Gon, c'était un fidèle de Alassane Ouattara. Il était là depuis les premières heures. Ils sont là. Ils ont jamais bougé. Ils sont présents. Ils sont jamais partis. Vous pensez que entre Amadou Gon et Amontano, les gens vont pouvoir se dire que si on choisit Amontano, les gens vont être d'accord? Jamais de la vie. Même si on dit Big Togo et on dit non, on préfère Amontano, les gens vont pas être d'accord. Donc, à un moment,
la base aussi, parce que quand ils allaient demander à la base, oui, ici Alassane Ouattara, là, ils vont dire Alassane Ouattara, mais la question qu'on pose, c'est si Alassane Ouattara n'est pas là, qui va être la personne qui peut représenter le parti? Et moi, je vais aussi rectifier, Daouda l'a fait. En 2020, nous étions tous présents. Alassane Ouattara a soulevé la main d'Amadou Gon. Il dit c'est lui qui est le candidat du RHDP. Il n'a pas proposé. Ne venez pas faire... C'est vrai qu'on est des militants de partis, on a envie de faire une certaine propagande, mais à un moment donné, enlevons notre casquette de militants, prenons notre casquette d'ivoirien avec nos yeux et puis on dit ce qu'on a vu avec nos yeux. C'est important pour la Côte d'Ivoire parce que ces gens-là, ils vont passer. Ces gens-là vont passer. Le temps même, c'est la sélection naturelle qui a se fait. Et à un moment donné, il faut qu'on se regarde en ivoirien et puis on dit qu'est-ce qu'on veut de notre pays et comment est-ce qu'on veut faire avancer notre pays. On va pas toujours venir mettre de la mauvaise foi dedans, de venir transformer les choses et machin et tout. Bref. Donc voilà. Amadou Gon était si Alassane Ouattara ne donne pas sa caution à un candidat, ce candidat ne peut pas gagner les élections, qui s'appelle Hachi Patrick Tiemoko Miele. Même son petit frère peut faire, entre guillemets, rébellion pour dire, bon, moi, je vais me présenter en dehors, il pourra pas gagner. Tant que Alassane Ouattara n'a pas dit c'est lui, c'est ce qui va se passer au PDCI, c'est ce qui va se passer. Si Thiam n'a pas dit, bon, les gars, moi, je suis Forclos, on a combattu jusqu'à la fin. Voici la liste définitive des candidats, machin et tout. Voici celui que vous allez voter. C'est comme ça qu'Henri Konan Bédié a donné la victoire à Alassane Ouattara en 2010. Il faut qu'on analyse les choses. Et on était présent, on a vu. Le chef de parti, c'est lui qui donne les intentions de vote et tout le monde va voter. En tout cas, la majorité va voter ce que cette personne a dit. Bion, il s'est déjà discrédité au PDCI parce qu'il n'a pas eu la caution de Bédié. Il a voulu partir contre Bédié en 2020. Après, il s'est rétracté. Et c'est ce qui va se passer au RHDP. Donc, aujourd'hui, moi, je dis et je maintiens que Alassane Ouattara a moi, je pense qu'Alassane Ouattara aujourd'hui a une obsession. C'est d'être le premier président de la République de Côte d'Ivoire à être présent à l'investiture de son successeur. On a fait élection, on dit le gars a gagné, et puis le gars vient, et puis il est présent à Alassane Ouattara, et puis il le salue, et le gars prend ses armoiries, bien c'est quoi, et puis on dit voilà, son nom va rester dans l'histoire, et ça, il a envie de le faire. Ça, qui refuserait d'être la personne qui va le faire au RHDP? C'est Alassane Ouattara. Il a tout fait. Alassane Ouattara a tout, je vais pas me répéter, stade, il a fait route, il a fait pont, il a fait assurance maladie, il a fait tout, les écoles, il a construit les écoles, il y a son nom sur les écoles, il y a son nom sur tout. Il a tout. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a approuvé encore à Alassane Ouattara? Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, il essaie de ménager un peu sa santé. Vous remarquez que depuis de longues années, on ne fait plus les conseils des ministres chaque semaine comme on le faisait. On le fait peut-être chaque 2 semaines ou bien chaque 3 semaines. Le temps pour lui d'aller effectivement faire un check-up et tout ça. Mais c'est normal parce que c'est un vieux qui a petit bobo. Il faut qu'il soigne sa santé et tout ça. Donc, il est fatigué, il a dit. Maintenant, il est fatigué, il a dit là. Qui va être là? Faut pas avoir la langue de bois. Moi, il dit Mamadou Touré. Mamadou Touré pourra pas. Parce que Mamadou Touré, même si on dit promotion des jeunes, on sait qui est jeune dans les jeunes. Mamadou Touré, pour l'instant, dans la question des partis, c'est un enfant. C'est pas encore un jeune. Donc, les jeunes, là, c'est les Big Togo, même Tiemoko Miele, même peut-être qu'on va dire qu'il est donc les Patrick Hachi, voilà, la génération de ces gens-là. C'est parmi eux. Et il faudrait qu'il ait un profil qui corresponde à ce que la base va pouvoir dire. Un fidèle des fidèles, du RDR, parce qu'on va pas aller chercher un gars du PDCI comme Adjoumani pour venir dire on va le mettre, quel que soit le travail qu'il a fait d'Aba à Tanda et tout dans le Nord pour pouvoir comment dirais-je, transformer les militants PDCI en militants RHDP. Donc, il y a un profil de candidat qui sera là, que Alassane Ouattara va devoir adouber si il ne se présente pas. Parce qu'il dit, moi, il y a 2 choix, je sais pertinemment que il va soit se présenter, mais il va pas terminer son mandat. Je pense, parce que 2030, 5 ans encore dessus, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui. En 2020, vous avez vu, il a mis un peu Tiemoko Miele, il a mis un peu d'autres gars, on le voit plus trop dans les déplacements à l'extérieur, il va plus trop, il va à 1, 2, 3 réunions ici, machin. Avant, il voyageait, il partait partout. Il faisait sa tournée partout en Côte d'Ivoire. En 2020, il n'a même pas battu campagne. Oui. Donc, il va mettre, peut-être, il va faire peut-être la même chose, et puis à un moment donné, on va dire, bon, je me retire, le vice-président c'est constitutionnel, le vice-président va prendre la part. Après, il y a une chose aussi, l'annonce de sa candidature, sa non-candidature, je pense que tout le monde pense
que ça va peut-être se faire le 7 août. Peut-être ça peut se faire le 7 août, mais il y a une autre carte, c'est que chaque année, même si ça n'a pas été respecté chaque année, la Constitution dit que le président de la République réunit le Congrès, le Parlement réunit en Congrès, et donne l'état de la nation. Ça a été fait en 2021, je pense, oui, ou en 2022, je sais plus, il a nommé Tiemoko. La première fois, il a demandé une modification constitutionnelle. La deuxième fois, il a nommé Tiemoko Miele. La dernière fois, c'était là. Donc peut-être, il y a encore une fois qui reste dans ces 5 ans. Il restait 2 fois, mais il y a une fois qu'il n'est pas fait. Peut-être que entre le 7 août et le dépôt des candidatures, peut-être qu'il va le faire. Il n'y a pas de problème de parrainage. Moi, il dit que les parrainages, on a discuté, Daouda, c'est facile de les faire. Quelqu'un qui a un vice électoral peut faire des parrainages en une journée. C'est même pas un problème. Et donc, voilà un peu. Qui va présenter? Moi, je ne sais pas. Il dit qu'il a une demi-douzaine, mais cette demi-douzaine-là doit pouvoir être, c'est pas une question de compétence. C'est pas une question de, non, c'est un technocrate, c'est un ceci. Il y a un profil qui doit être celui-là auquel doit correspondre la personne. Et il doit peut-être avoir cette personne qui est Big Togo. Peut-être qu'on va dire, peut-être que c'est pas un technocrate, mais c'est pas ceci, mais c'est pas ça. Lui dit qu'il est un homme de mission, mais Big Togo a le profil. Victoria, le profil, c'est un fidèle du président de la République. Il a eu Maya Party en 2012 avec cette histoire de déchets toxiques. Donc, bon, il a dit, bon, moi, franchement, votre affaire de gouvernement, là, moi, j'allais faire mes affaires et trucs. Il est revenu en tant que député et président de l'Assemblée nationale, donc homme politique de premier rang. Mais les autres, moi, ceux qu'on pourrait citer, je vois pas trop comment... et Victoria fait bien. Peut-être qu'il sait de quoi il parle. Peut-être que quand il se positionne comme ça, il sait un peu pourquoi il se positionne, parce qu'il entend parler. Bon, peut-être qu'à un moment donné, on va demander convention, mais on va dire ceci. Donc voilà, pour ne pas monopoliser la parole, voici un peu ce que j'ai à dire pour mon deuxième tour de parole. Le candidat du RHDP, du PDCI, du FPI doit avoir à part ceux qui sont les candidats naturels, en guillemets, doit avoir un certain profil, fidélité, et appartenance, à la base, à une certaine base électorale du parti. Merci. Merci beaucoup à toi, Chil. Ok, tu veux y répondre? Après, je te laisse. Voilà. Non, ce que je voulais faire, par contre, si tu le permets, je vais te laisser répondre très rapidement, et puis je vais faire attendre Serge vice-président, de sorte à laisser la parole à Kaza, et puis peut-être à Jonathan, pour qu'il s'exprime rapidement sur la question. Voilà. Donc vas-y, et puis on va faire ça, et puis non, je n'ai pas compris la réaction du frère, donc, Tchélé. D'abord, ici, je ne crois pas que quelqu'un s'est attaqué à l'opposition. Et je ne comprends pas sa réaction. Je veux dire, il pousse des étiquettes quand on fait des ouvertures. D'ailleurs, personne n'a mal parlé de l'opposition pour dire que l'opposition n'a pas envie de faire l'analyse, il faut arrêter de faire. Non, on a fait des ouvertures. Moi, par exemple, j'ai dit, je prends le PPACI, par exemple, et que Gbagbo est a un leadership fort, et que personne ne peut affronter Laurent Gbagbo dans son camp, donc de façon frontale, s'il n'a pas la caution même de la base, et parce que la base est attachée à Laurent Gbagbo, donc naturellement, même si quelqu'un a la volonté d'être candidat, quelles que soient ses compétences et tout ce que vous citez, mais tu ne peux pas battre Laurent Gbagbo dans son camp. Et qu'à la fin, c'est la volonté du peuple qui compte. Et comme le peuple, c'est la base du parti, donc naturellement, parce que Daouda a posé une question, pourquoi est-ce que les gens, tout le monde, les cadres, donc manipulent pour que le président ou bien les leaders... J'ai dit non, il faut laisser les cadres, mais regarde même quelle est la volonté de la base. Donc on parle, il faut écouter. Voilà, personne n'a attaqué l'opposition. Et j'ai fait le même exercice au niveau donc du RHDP. Voilà. Mais je vais dire, il faut que les gens, je crois, et c'est ce que j'ai dit, ça dit vous pouvez faire vos calculs, mais vous n'êtes pas dans la tête d'Alassane Ouattara, ni de Laurent Gbagbo, et parlant d'Alassane Ouattara, puisque c'est l'un de ces quatre qui a fait la déclaration, et c'est ce qui fait l'objet d'analyse, vous ne pouvez pas être dans la tête d'Alassane Ouattara. Et donc venir affirmer que Achille Patrick ne pourrait jamais être le candidat du RHDP parce qu'il ne vient pas du Nord et du RDR, mais vous n'avez pas évolué dans votre esprit. C'est-à-dire que vous êtes resté bloqué dans le passé. Et ça, c'est ce qui est mauvais chez une partie de la jeunesse qui refuse même de se débarrasser des clichés avec lesquels elle a vécu pendant longtemps. Au RHDP, les choses ont évolué. Je suis d'accord que le RDR, donc, qui n'est pas le RHDP, avec son bastion imprégnable qui est le Nord. Je suis d'accord. Parce qu'un parti politique, que ce soit aux États-Unis ou en France, les différents partis politiques ont leur bastion. Vous prenez les démocrates, New York ne peut pas les battre. C'est leur bastion. Et leur bastion, je vais dire, ethnique, ce sont les Noirs. Ça, c'est pour les démocrates.
Voilà, les Blancs, ils sont beaucoup plus attachés aux républicains. Mais donc, c'est dans tous les pays du monde. Et donc, l'URD avait sa base imprégnable qui est le Nord. Et qui a été refait au RHDP. Mais aujourd'hui, c'est le RHDP, ce n'est pas le RDR. Donc, il faut sortir de ce cliché-là. Nous, au RHDP, nous n'avons pas cette vision ethnique. Et comme quelqu'un l'a dit, je remercie assez d'avoir mis en avant les qualités donc d'Achille Patrick. Et d'ailleurs, c'est lui qui a dirigé le bureau donc du Congrès. Et le président du comité d'organisation, mais il n'est pas un nordiste, c'est Amédée Kouakou. D'ailleurs, vous savez, le président de la République, le président Alassane Ouattara, ce qu'il a réussi le mieux, c'est d'avoir mis en place le RHDP. Parce que effectivement, les partis politiques, quand vous prenez même les scores des différents candidats qui sont arrivés en troisième, les trois premiers, regardez leurs scores. C'est principalement dans leur bastion ethnique. Tu prends le RDR, l'affaire des scores soviétiques au nord. Bon, là où après le FI a trouvé la magie, donc de voir des bourrages d'une, alors que là-bas au premier tour, c'était autour de 80-90%. Vous prenez Bédié, il a battu tout le monde dans la zone Baoulé. Gbagbo a battu tout le monde à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a fait un peu d'ouverture à l'est et au sud. Mais essentiellement à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc quand vous regardez les trois grands partis politiques étaient dessinés sur la base donc de leur ethnie. Mais quand le président de la République arrive au pouvoir, il se rend compte que d'abord vous ne pouvez pas construire un pays en ayant l'objectif d'avoir une durabilité, je vais dire une stabilité durable, si vous êtes accroché à une ethnie. Et c'est ce que d'ailleurs le président Faure-Boigny a vu, et puis il a refusé le multipartisme. Il s'est dit que si on met en place des partis politiques aujourd'hui, avec la multitude d'ethnies que nous avons, on va se retrouver avec des partis politiques donc, qui sont accrochés à leur ethnie, et ça ne crée pas l'harmonie et la stabilité dans un pays. Donc quand le président de la République arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il faut faire cette politique. Et donc, il demande à son frère Henri Konan Bédié de travailler en sorte de construire le RHDP. Donc, il y a une mosaïque ethnique et régionale, donc de pouvoir être un parti politique à l'effet d'être le creuset donc, de l'unité nationale. Bédié qui refuse, mais le président poursuit son objectif parce qu'il sait que c'est essentiel. Et donc, aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place un parti politique qui est véritablement national et qui n'est pas calqué sur une ethnie. Aujourd'hui, tu vas chez les Atiers, mais sur 7 députés, on en a 6. C'est le RHDP. Et c'est ce que nous regardons. Et nous allons continuer dans ce sens-là. On va continuer dans ce sens à travailler, à construire un parti national. Et si vous avez écouté le président de la République, il a dit le 22 février, lorsqu'il procédait, non pas le 22, le 28 février 2022, quand il procédait à la ressuscitation du parti. Effectivement, il avait constaté que la plupart des cadres étaient encore attachés à leur parti d'origine. Il a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Soit on est au RHDP ou on ne l'est pas. Voilà pourquoi il a décidé que tous ceux qui veulent la partie au RHDP, leur parti politique d'origine soit dissous. Voilà sa vision. Et donc, vos clichés de ethnie, oui, lui là, il vient pas d'ici. Non, c'est terminé ça. Peut-être ça existe encore dans vos esprits et dans certains partis politiques, tu peux comprendre. Mais au RHDP, ça n'existe pas. En tout cas, nous sommes tous sortis de ça. Et donc, il n'y a pas un cadre. Je finis, pardon. Il n'y a pas un cadre du parti qui sera choisi sur la base de son ethnie. Non, c'est des histoires. Ou bien parce qu'il a été cassé du RDS. C'est terminé ça. D'ailleurs, comme je l'ai dit, est-ce que qui a vu venir Mambé comme Premier ministre? Personne ne l'a vu venir. Mais le président l'a choisi. Comme je l'ai dit, tous les pronostics sont avérés faux. Donc, on ne peut pas vous asseoir là et lire dans l'esprit d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. Même nous-mêmes qui sommes ces militants, on ne peut pas lire à sa place. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas, tu vas te tromper. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, vraiment, pour ne pas être long, je voudrais donc appeler nos amis à un peu de recul, à prendre un peu de recul. Parce que ce qu'ils ont vu hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et donc, chez nous, au RHDP, tout le monde peut être candidat. Achille peut être candidat, Meïlé peut être candidat, Amédée peut être candidat, Agumani peut être candidat, même s'il est venu du PDCI, parce que c'est le RHDP. Voilà. Et c'est notre objectif. Et nous l'avons compris. Et quand vous voyez les cadres travailler, mais personne ne tient compte donc de son origine. Ou du parti politique duquel il provient. Non, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas construire une nation si on est tout le temps accroché à nos ethnies. Et je crois qu'il faut encourager les partis politiques comme le RHDP qui font des efforts donc pour y arriver et ne pas les rester bloqués dans le passé en disant c'est comme ça ne peut pas changer, c'est immuable, ça ne peut pas changer. Il faut sortir de ça. Voilà.
Donc voilà un peu rapidement ce que je tenais. Chez nous, Ok. c'est la compétence. Et Vas-y, quand j'ai dit, termine sur ça. Mamadou Touré, j'ai fini. Quand j'ai dit Mamadou Touré, parce que Daouda m'a posé une question en disant, si Alassane Ouattara n'est pas là, est-ce que vous avez des gens pour diriger ce pays? Mais je mets en avant donc des compétences. Et quand j'aurais voulu qu'on me dise, celui que tu as présenté là, les compétences que tu as mises en avant, il ne les a pas. Mais on me dit non, il est trop jeune. Non, et qui vous a dit qu'il est trop jeune? Voilà. Donc si vous-même, la jeunesse, vous ne croyez pas en cette nouvelle génération et venir dire que non, lui là, il est trop jeune, il ne peut pas diriger, ça veut dire que toi-même, tu encourages ça. Et ça, c'est pas bon. Alors qu'on a vu des pays comme le Sénégal, celui qui est au pouvoir là, mais vous êtes plus âgé que lui. Macron, on sent en quelle année il est arrivé au pouvoir. Pourquoi est-ce que chez nous en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est impossible? Pourquoi? Surtout que vous ne pouvez pas lire dans la tête d'Alassane Ouattara. Kokora, donne-moi juste 2 minutes là. Kokora, donne-moi 2 minutes, je vais faire une précision, pardon. Voilà, Daouda, je voulais rassurer Kokora. Non, attends, je vais faire une précision. Ça n'a rien à voir avec tout ça même. D'accord. J'aimerais dire aux uns et aux autres. Le panel est équilibré, il est déséquilibré, j'en ai rien à foutre. Aaron Kerr, j'ai décidé de façon personnelle et de façon unilatérale d'ouvrir mes panels et de faire en sorte que je ne dépasse pas 4 personnes. Quand je dépasse, c'est à mon pouvoir discrétionnaire de dépasser pour dire, voilà, je peux faire ci. J'ai fait des panels qui ne durent pas. Donc quand je fais les panels, l'objectif là, ce n'est pas venir dire je vais parler de mon parti, je vais faire la promotion de mon parti. On a un sujet qui est bien précis, qui est bien concis. Chacun a analysé. On a ouvert le débat sur la question de Adama Big Togo. Serge Assé même qui fait du RHDP bashing, je lui ai dit non, c'est pas ça. Voici les sujets. Tchélé a fait la même chose. Kokora a fait la même chose. Eric Kata a fait la même chose. Donc franchement, je vous demande pardon. Sur mon panel là, désormais, c'est pour cette raison que j'ai enlevé tout le monde modérateur. Désormais, sur mon panel, je privilégie la qualité à la quantité. J'ai pas besoin de 10 000, 20 000, 30 000 personnes. J'ai juste besoin de qualité. De sorte que même si nous sommes 2, même si nous sommes 3, même si nous sommes 4, de sorte à ce que même quand nous on finit de discuter pendant les 1 heure, au moins tu as appris quelque chose de ce que Kokora vient de dire. Tu as appris quelque chose de ce que Tchélé vient de dire. Tu as appris quelque chose de ce que Serge vient de dire. Tu as appris quelque chose de ce que Carter vient de dire, de John vient de dire, ou de Kaza vient de dire. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne cherche pas l'équilibre. Vraiment, je ne cherche pas l'équilibre. Donc, ne me mettez pas mal à l'aise avec l'histoire d'équilibre. Si vous voulez les panels équilibrés là, allez-y où on fait tous les jours les discours là. Moi, je ne suis pas dedans. Vraiment, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Cette semaine-là, j'ai pris ma dose d'équilibre. Je ne veux pas être équilibré. Je cherche pas à être équilibré. Même dans mes prises de position à la télé, j'ai toujours dit, je resterai toujours subjectif, mais je resterai honnête dans ma démarche. Je te dis, voici les faits, mais voici ce que je pense. Merci beaucoup. Sur ce, j'en ai fini. Kokora, il faut chuter. Il donne la parole à Kaza, à Jonathan, et puis on va fermer le panel. Merci. Non, mais je voulais simplement. Excuse-moi, je voulais simplement rassurer Kokora. Hein, c'est pas de lui dont je parlais, parce qu'il y a un individu qui a dit, du moins un individu, une personne qui a dit, c'est l'opposition qui a peur que Alassane Ouattara soit candidat. C'était par rapport à ça que je l'ai dit. Maintenant, après, pour la vision panel, mais il y a ce qui est voulu, il y a ça à quoi on aspire, et puis il y a ce qui est dans la réalité. Voilà. Donc on pourra rediscuter de ce sujet-là, sans passion, de cette histoire de configuration ethnique, de ce qui est fait, comme il dit, par le RHDP, puis de ce qui est la réalité. Merci. Non, merci beaucoup. Non, Serge, tu auras ton deuxième tour de parole, t'inquiète pas. Non, je finis rapidement. Non, frère, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. La réalité, elle est basée sur quoi? Quels sont les indicateurs? Moi, je crois aux indicateurs et des exemples. Quand je dis que le RHDP, là, n'a plus un bastion ethnique, mais c'est une réalité. Tu prends les élus, et je crois même qu'au Nord, quand tu prends les derniers... On ne pourra pas faire ce débat-là aujourd'hui. Moi, je préconise que si tu veux, le soir, on ouvre un panel spécial sur ça. Exactement. Voilà. En une minute, j'ai fini. J'ai dit, vous prenez les élections locales. On a plus perdu d'élus au Nord que dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Là où il y a eu beaucoup d'indépendants qui ont battu les candidats du parti, c'est au Nord. À Azopé, il n'y a pas eu d'indépendants qui nous ont emmenés. À l'Ouest, au centre, partout. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je dis, la factualité, elle est là. Le RHDP n'est pas un parti à base ethnique parce que
dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, quand vous avez 27 régions qu'un parti politique dirige, mais vous ne pouvez pas faire l'injure à ce parti d'être calqué sur des bases ethniques, sauf, comme je l'ai dit, c'est le cliché qui est resté dans la tête, malheureusement, parce que beaucoup ont tendance à identifier le RADP comme le RDR. Et là, c'est vous trompez lourdement. Voilà ce que je dis. Daouda, C'est à Kaza de prendre la parole. Non, non, c'est à Kaza. C'est à Laissez Kaza Kaza. prendre la parole. Après Kaza, Jonathan. On va aller très vite, 5 minutes, vite, vite. Et puis, parce qu'il est pratiquement 16h moins 4. Mais on va se dire, en 20 minutes, on a fini. Kaza, vas-y. Ok, bonjour à tous. Daouda, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien depuis ta position. Voilà, bon, moi, je vais pas durer, hein, mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le président de la République va pas se présenter et que c'est pas, contrairement à ce qu'il pense Tchélé, moi, je pense plutôt, c'est un point de vue, hein, je ne suis pas dans la tête du président, je tiens à le préciser, mais c'est pareil, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est Patrick Gachi. Si tu te rappelles bien, Daouda avec, je crois qu'il y avait Kokoro aussi sur le panel, je disais que le poste que Patrick Hachi occupe là, actuellement, le président l'a fait venir, il est ministre d'État sans portefeuille. Moi, pour moi, c'est un signal. Encore une fois, c'est un point de vue. Maintenant, pour venir sur Adama Bitogo, mais c'est un homme politique, hein. Il sent peut-être que ouais, le poste va être vacant. Donc, pourquoi ne pas se positionner? Ça, c'est normal. Il dit, et il précise dans son truc, il dit, moi, je suis un homme de mission. Je suis le président de la République me confie la mission, je pense que je pourrais jouer pleinement mon rôle. Et ça, c'est fin, politiquement, c'est fin. Mais avant ça, déjà, mais il dit que c'est le président qui est notre candidat, il le répète, il le martèle, c'est sur l'insistance du journaliste qui fait cette sortie. Moi, je pense que c'est de bonne guerre, hein, parce que comme le président l'a dit, il y a une demi-douzaine. Donc, la demi-douzaine, là, le pouvoir, là, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Donc, faut se positionner. Donc, lui, il essaie de se positionner tant bien que mal. Voilà, ça c'est, moi, je vais pas critiquer ça, c'est bien joué de mon point de vue. C'est bien joué. Il prend le devant des choses pour dire, en gros, lui, il est prêt. Voilà, il peut jouer pleinement ce rôle. Il est prêt à jouer ce rôle si le président de la République, encore une fois, lui, il parle sous la bannière du président de la République. Ça veut dire qu'il va pas venir se présenter comme ça, comme l'a dit Tchélé, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que personne ne peut se présenter au RHDP s'il n'a pas l'aval du président de la République. Et aujourd'hui, même quand tu écoutes, il y a 3 mois en arrière, c'était pas ça, hein, c'était ado ou rien. Aujourd'hui, les militants du RHDP, ils commencent à dire, même si le président nous présente quelqu'un, comme le chef a parlé, nous allons partir. Si vous remarquez bien, avant, il n'y avait pas ce discours-là. Mais c'est parce qu'ils sentent que c'est pas trop sûr. Et moi, personnellement, moi, je suis convaincu que le président de la République va pas se présenter parce que lui-même, il a dit que à 75 ans, c'est pas facile d'être à la tâche. Mais il a allé encore au-delà de ça. Moi, je le vois mal en train de se présenter. Et puis, c'est normal, voilà, il a un certain âge. Moi, je pense que il est temps qu'il aille se reposer et profiter pleinement de sa retraite. Voilà, ça, c'est normal. Maintenant, bon, faut qu'il nous sorte quelqu'un de façon consensuelle dans son camp pour ne pas, parce que c'est ça aussi le problème. Faut pas créer la division. Aujourd'hui, on sait que c'est le président de la République qui rassemble au RHDP, hein. On peut vouloir se cacher. C'est qu'il y a des gens, ils s'aiment pas, bon, pas s'aimer, c'est pas ce mot-là que je dois utiliser, mais si, il peut choisir un candidat qui fait pas le consensus et ça peut diviser son parti. Ça, on peut ne pas le voir, mais ça, c'est la réalité, c'est la vérité, voilà. Donc, voilà, moi, je vais pas être long, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à ça. Pour moi, c'est un bon coup politique de la part de M. Bitogo. Il est en train de se positionner, c'est normal. Pour un homme politique qui est ambitieux, voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. Merci à toi, Daouda. Daouda est là. Donc, Jonathan, vas-y, prends la parole. D'accord, Tu as 5 merci. minutes.
Il n'y a pas de souci. Merci déjà, bonjour à tous. Il y a deux points sur lesquels moi je suis pas trop d'accord. Premier point, c'est que le président avec le RGP a réussi à faire de telle sorte que les Ivoiriens ne soient pas, comment dire ça même, ne, ne, ne votent pas par ethnie, etc. Quand tu prends tous les élus RHDP à partir du Nord, s'il avait réussi à faire voter les Dogbo ou bien des Nzi au Nord, on allait dire oui, c'est bon. Mais il y a des Mamadou Touré qui réussissent à être élus à Daloa, mais qui n'arrivent pas à faire élire d'autres personnes au Nord. Il n'a pas réussi le maillage là. Pour moi, il n'a pas réussi. Mais c'est pas que je veux forcément casser du sucre sur le RH, sur le dos du RHDP. Le président Alassane Ouattara, il a réalisé plein de choses quand même. Jonathan, ton micro est fermé. Mais je n'ai pas les yeux sur mon téléphone. Il a organisé la meilleure canne. Voilà, il a organisé la meilleure canne. Il est en train de faire la tour F. Il a un pont qui porte son nom. Il a fait Y4. Il a la relance économique à partir après la crise militaire et tout. Il a fait beaucoup de choses quand même qui vont faire qu'il va rentrer dans l'histoire. Il y a une chose qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire, c'est les élections sans violence. Après en 2015 où le président Bédié l'a accompagné, donc on va dire c'est au mérite des deux. Donc il n'y a pas eu d'élection vraiment sans violence en 95, on sait en 2000 là même, voilà 2010 et c'était tout. Donc pour cette année, s'il réussit à faire de telle sorte que les élections soient apaisées, sans violence donc et inclusives, pour moi, on va dire, c'est la naissance, il sera le père de la naissance de la démocratie sous l'ère du multipartisme. Parce que pour moi, la démocratie existait au temps de Fouet déjà. Maintenant, c'est sous l'ère du multipartisme que tout s'est gâté. Donc pour moi, le président Alassane Ouattara, s'il réussit à faire de telle sorte que les élections de cette année soient inclusives et apaisées, il aura, il n'aura pas tout réussi, mais je vais dire, il aura tout réussi. Dans un sens où nul n'est parfait. Voilà, donc il a forcément des trucs qu'il a ratés, etc. Mais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il aura tout réussi. Quand on va parler du président Alassane Ouattara, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va dire qu'il a relancé l'économie de la Côte d'Ivoire, il a fait un grand parti qui s'appelle le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix. Il aura réussi ça. C'est-à-dire, ce sera un parti un peu comme le PDCI. Ce sera un peu comme le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Et au même titre que le PDCI est le patrimoine de la Côte d'Ivoire parce que c'est le parti qui était fait des mains du père fondateur de la nation, le RHDP sera le parti aussi qui porte le nom du père fondateur. Et ça sera, on va dire, quelque chose de sacré pour les Ivoiriens. Et c'est cette étape-là, je souhaiterais vraiment de tout cœur que le RHDP et le président Alassane Ouattara réussissent, qu'il soit comme, je ne sais pas si c'est Télé qui l'a dit, à l'investiture de son successeur, qu'il l'applaudisse et tout, qu'il même l'aide à gérer le pays comme le président Bédié l'a fait de 2010 jusqu'à 2018, qu'il fasse, je vais dire, il monte cette marche-là, il sera peut-être à côté du fouet dans l'estime des Ivoiriens. Voilà. Maintenant, les élections de 2015 et 2025, je suis sûr que le RHDP peut pas gagner, surtout si le président Alassane Ouattara se présente pas. C'est peine perdue. Il apporte son soutien au PDCI. Un peu je vais dire, le retour de l'appel de Daoukro. Ça va le faire rentrer encore dans, on va dire, dans l'histoire. Ce sera un homme politique pratiquement au même titre qu'Oufoué. C'est ce qu'Oufoué a demandé, que tous les acteurs politiques travaillent main dans la main pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le PDCI est bien parti. Un coup de pouce du RHDP, on a des élections apaisées, transparentes. Je veux dire, les bureaux de vote, comme le PDCI le demande, les résultats sont donnés par bureau de vote. On voit, avec le soutien du président Alassane Ouattara, le PDCI remporte les élections. Il a l'investiture de son successeur. Je pense qu'il il aura tout fait, quoi. Voilà. Si je peux dire ça comme ça, mais sinon, humainement, on sait que l'homme n'est pas parfait. Voilà, quand je dis il aura tout fait, c'est si je voulais, là, je vais dire. Voilà ce que je voulais dire, en gros. Bon, merci beaucoup, Jonathan. Je pense que tu as fait tu as fait un petit hors-sujet, mais j'ai pas voulu qu'on te coupe pour que tu puisses aller au bout de tes idées. Voilà. Sinon, le sujet, c'était la sortie de Adama Togo qui, aujourd'hui, est dans les starting blocks, en train de pousser un peu Alassane Ouattara. Bon, c'est assez, vas-y pour ta prise de parole.
Ok, d'accord, merci, merci Daouda. Merci de nous ramener au sujet. Alors, je pense qu'il faut bien observer la personnalité du président Alassane Ouattara. Hein. Peut-être que ce que je vais dire va relever beaucoup de subjectifs, mais je veux dire qu'il y a un certain nombre d'éléments factuels sur lesquels objectifs sur lesquels on peut s'appuyer. Un, n'oublions pas que le président Alassane Ouattara, il est enfant de chef. Peut-être que c'est anodin, mais c'est important pour la suite de l'analyse. Un, il est enfant de chef. Deux, je veux dire, il commence sa période de jeune adulte aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est après le bac, il part aux États-Unis. Il fait son supérieur là-bas. Il travaille là-bas. Il a son premier boulot là-bas. Et puis, il a le doctorat là-bas. Il rentre dans les arcanes internationales là-bas. Puis, arrivé un moment, il repart là-bas encore. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que un tel profil, un tel monsieur est imprégné de notions démocratiques au sens américain du terme. Pourquoi je parle de démocratie américaine au sens américain du terme? Parce que en général les Américains, ils ne croient pas vraiment à la démocratie populaire. Ils essaient toujours d'avoir une forme de démocratie, j'allais dire éclairée. Voici pourquoi dans leur système politique, vous avez les élections populaires là, et puis on élit des grands électeurs qui eux maintenant vont choisir. Parce que ceux qui ont créé les États-Unis entendaient faire en sorte que ce ne soit pas la foule qui dirige, mais que la volonté de la population soit éclairée par des gens d'un certain... De mon point de vue, hein, il n'est pas évident que ce soit la base du RHDP qui impose ou qui guide les choix du président, du futur candidat. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara, en 2020, nous a donné un exemple, j'allais dire un schéma. Il est venu, il a proposé et pratiquement adoubé, comment il s'appelle, le premier ministre Amadou Gon. Mais n'oublions pas que dans la même période, vous avez des cadres du RHDP qui ont manifesté leur volonté. Je crois que l'un des cas le plus célèbre, ou les deux cas les plus célèbres, c'était surtout le ministre Mabry Touakeus, qui avait affiché sa volonté d'aller même à une sorte de convention, hein, pour que ceux qui veulent être candidats soient désignés à l'issue d'un vote. Donc il y avait Mabry Touakeus qui avait manifesté son désir, et il y avait comment il s'appelle, le ministre Amontano, qui lui aussi s'était manifesté. Et dans leur entendement, on allait aller à une convention, et c'est la convention, donc la base militante, qui allait désigner. Je pense que par orientation politique, le président Alassane Ouattara, en 2020, a procédé autrement. Voilà. Et par la suite, les deux qui se sont sentis, j'allais dire, un peu mis à l'écart, sont sortis du parti. Bon, ils sont revenus par la suite. Qu'est-ce que, de mon point de vue, va se passer en 2025 là, si jamais il n'est pas candidat? Je pense qu'on aura à peu près un schéma similaire. On aura à peu près un schéma similaire. Il y aura quelqu'un qu'il va proposer. Voilà. Est-ce que ce sera sous la forme d'un adoubement comme la première fois avec Amadou Gon? Je ne pense pas. Parce que je pense qu'il est enrichi de l'expérience de Mabry Touakeus et de Amontano, qui est que malgré ton choix, des cadres peuvent s'y opposer. Voilà. Donc je pense que peut-être qu'il fera une proposition et puis laisser les militants d'une manière ou d'une autre
adouber ce choix. Voilà, je pense qu'il va pas adouber lui-même pour dire voici voici mon remplaçant, voici votre candidat. Je pense qu'il va proposer et puis demander que les militants confirment ce choix-là. Voilà. Et ça, c'est une forme de démocratie éclairée, c'est-à-dire que celui qui a les tenants, celui qui voit plus loin, propose et puis la base suit. Voilà, c'est différent, par exemple, j'allais dire de nous de gauche, qui, voilà, dès le départ, il faut que ce soit la majorité de la base qui tout de suite désigne, voilà. Alors, donc, de mon point de vue, hein, mais vraiment, je le dis tel que je le pense. Il y a deux courants qui vont s'affronter au niveau du RHDP. Après, bon, Kokora pourra toujours faire des précisions. Hein. De mon point de vue, il y aura le groupe, j'allais dire, des RDR j'allais dire de RHDP enraciné RDR. Comment j'allais dire ça? J'allais dire, si je dois employer un mot, j'allais dire les cadres originels. Voilà, je vais dire ça comme ça. Les cadres originels du RDR, qui sont RHDP aujourd'hui. Je veux citer des courants comme le ministre Bitogo. Je veux citer des courants comme la présidente Kandia Kamara. Et je veux citer sans doute des gens comme peut-être le ministre Tene Biraima. Voilà, ça c'est le groupe, il constitue le groupe des RDR d'origine. Après, vous avez un bloc, j'allais dire, un bloc qui n'est pas RDR originel, mais qui est, j'allais dire, qui est RHDP, qui est pur produit RHDP. C'est-à-dire le parti unifié les trouve à l'intérieur du parti. Donc, ils ne sont pas des transfuges. Parce que contrairement à ce qu'on dit, Patrick Achi n'est pas un transfuge. Patrick Achi, au moment où on forme le RHDP parti unifié, il adhère au RHDP parti unifié. Voilà, c'est différent de RHDP coalition politique. Voilà, donc quand on crée le RHDP parti unifié, Patrick Achi est à l'intérieur. Donc, il n'est pas un transfuge. Voilà, c'est pas comme, je prendrais le cas de monsieur Essis Mel, de monsieur Essis de Dabou, qui lui était inspecteur au PDCI, et puis il est venu maintenant avant-hier là au RHDP. Lui, c'est un transfuge. Mais on ne peut pas qualifier quelqu'un comme Patrick Achi d'être transfuge. Voilà. Et donc, il y a ce second courant-là qui est incarné par Patrick Achi avec un certain nombre de cadres autour de lui qui constituent le second bloc. Voilà. Maintenant, comment est-ce que le président va arriver à gérer les oppositions ou les antagonismes entre ces deux blocs-là? Je pense que ça va relever de son génie politique. Voilà comment il va faire en sorte que le choc des ambitions ne nuise pas au RHDP. De mon point de vue, il est assez outillé pour arriver à gérer les contradictions ou les ambitions qui peuvent se créer au nom, autour du fait qu'il ne va sans doute pas se représenter. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas vraiment avoir à monopoliser la parole. C'est ça. Il y a Daouda qui nous dit en bas qu'il va rentrer en réunion. Donc, bon, Daouda, tu peux ouvrir ton micro ou bien actuellement tu peux... Ok, c'est très rapidement, je vais rentrer en réunion parce qu'effectivement j'ai réunion de rédaction, on va parler de nos sujets à débattre. Mais avant de partir, j'aimerais faire comme Kokora est là, Tchédé aussi est là, et puis Serge et Kaza et ainsi que toi-même, je vais vous faire des propositions de sujets. Il y a 7 propositions de sujets. Après, on va choisir tous ensemble, puis le soir, on va les faire. Le premier sujet, c'est faut-il un 3e retour de Ouattara pour 2025? Parce que, pourquoi je donne ce sujet-là? Je donne ce sujet-là parce que j'ai pas du principe que Alassane Ouattara, même s'il n'a pas encore dit qu'il sera candidat, mais les militants du RHGP sont sur son dos pour qu'il soit leur candidat. Donc, le débat, c'est de savoir est-ce que le RHGP aujourd'hui peut-il gagner sans Ouattara? Et est-ce qu'un 4e mandat
renforcerait-il ou fragiliserait-il la démocratie? Ça, c'est le premier sujet. Les gars, notez, hein. Voilà. Le deuxième sujet, c'est Tidiane Thiam. Tidiane Thiam peut-il incarner un vrai changement? Le monsieur, il a été désigné comme le président du PDCI RDA, tout et tout, voilà. Il y a eu beaucoup de soubresauts dans son affaire. Bon, technocrate, il est technocrate visionnaire pour les uns, mais pour d'autres personnes, c'est un homme qui est déconnecté des réalités. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que finalement, Tidiane Thiam peut-il rassembler au-delà du PDCI? Le troisième sujet, c'est Laurent Gbagbo doit-il passer le flambeau? Parce que jusqu'à présent, M. Laurent Gbagbo est toujours absent de la liste électorale. Et aujourd'hui, il est dans une zone assez compliquée, une zone juridique assez compliquée de la vie de l'autre nation. Et donc, partant de ce principe-là, je me pose des questions. Et la question que je me pose avec vous, c'est de savoir véritablement, Gbagbo Laurent doit-il se retirer et soutenir une nouvelle génération, ou est-il toujours le seul à pouvoir battre le RHGP? Ça, c'est le troisième sujet. Le quatrième sujet, c'est de savoir, est-ce que finalement, en Côte d'Ivoire, l'opposition ne devrait-il pas se mettre finalement ensemble pour choisir un seul candidat pour aller battre le RHGP? Et puis, en cinquième sujet, la CEI, fichier électoral, suspicion. Peut-on croire au scrutin de 2025? Parce que l'opposition dénonce un fichier électoral biaisé et une CEI jugée trop proche du pouvoir. Maintenant, quelle réforme de la CEI? Je vais accepter. Ouais, ça, attends, je vais finir. Je sais que c'est la CEI que tu veux prendre. Et puis, en sixième sujet, et la jeunesse. Parce que plus de 60% de la population a moins de 35 ans. Pourtant, les jeunes sont sous-représentés dans les candidatures. Le débat, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'il faut des quotas? Parce qu'ils ont fait des quotas pour les femmes. Est-ce qu'il faut des quotas de jeunes dans les partis politiques qui incarnent la voix de la jeunesse en 2025? Maintenant, le dernier sujet, c'est de savoir, le vrai débat, c'est les idées ou c'est les figures? Parce que les présidentielles tournent souvent autour des personnalités. On vient d'en faire la meilleure constat tout à l'heure, Ouattara, Gbagbo, Bédié, etc. C'était là hier, mais rarement on voit les gens débattre autour des programmes clairs. Donc, le sujet du débat, c'est qui a un vrai projet, qui a un vrai projet de société, et si on votait pour les idées plutôt que les visages. Donc, on est tous là ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? Kokora, Tchélé, Eric Carter, selon vous? Tchélé, vraiment, je t'enlève dedans. C'est que toi, tu vas prendre CEI. Voilà, je connais ta réponse. Je suis pour les trois derniers sujets. Les autres, je pense qu'on a débattu en long et en large et en travers. Je suis pour les trois derniers, ou bien même les deux derniers sujets. On va laisser CEI. Mais je dis, c'est quand même important de parler de cette histoire de CEI, mais je pense que les deux derniers sujets sont importants. Pour toi, c'est-à-dire que le vrai débat, est-ce qu'il faut des idées ou bien des figures? C'est ça? Exactement. Ok. Et puis le sujet de la jeunesse, parce que j'ai quand même des choses à dire. Ok, la jeunesse, où on estime qu'ils sont sous-représentés, faut-il des quotas pour la jeunesse? Voilà. Les Kokora sont là, ils sont encore, ils font un brillant travail, mais malheureusement, ils sont sous-représentés. Kokora, quel est ton avis sur tout ça? Ils sont au biberon. Maître Kokora, est-ce qu'il est là? En tout cas, moi, tout va. Hein. C'est le bon sujet d'actualité. Non, mais il faut qu'on tombe d'accord sur un. Eric Carter, mon modérateur personnel, qu'est-ce que tu penses? Quel est le sujet qui te sied? Oui, je suis comme les deux derniers sujets, c'est pas mal, ça change. Ça permet effectivement ça permet d'actualiser et puis de commencer à préparer le passage en fait. Le passage vers les nouvelles générations. D'accord. Donc finalement, ça ramène le débat programmatique au milieu de la politique, qu'on laisse les problèmes de personnes là. Mon vieux Kaza, tu es là? Ouais, je suis là, ouais. Donc toi aussi tu vas pour... Non, moi je suis pour le 7 et puis le 1, Alassane Rebelote. Et puis le 7, débat d'idées ou débat sur... La figure là. Voilà.
Ok, donc je pense qu'on est tous tombés d'accord puisque à l'unanimité, on a tous choisi le sujet 7. Donc ce soir, on va parler les vrais débats, c'est les idées ou les figures. Donc qui a un vrai projet de société et si on votait les idées plutôt que les visages. Donc sur ce, préparez-vous à 20h30, on lance le sujet. Ok. Voilà, je vais préparer les affiches. Allez. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.